Bonjour, mon nom est Mélissa, je suis libraire jeunesse pour la librairie Monet. Je vais vous présenter les incontournables pour le mois de juin. Donc, on va commencer avec une petite exception ici, qui est de la salle de monde du mois de mai, donc la salle de monde du mois antérieur, qui est Les Aventures de Sam. Donc, malheureusement, il est arrivé à un moment où il était entre deux salles et j'ai pas eu la chance de le lire, mais après lecture, je me dis que ça vaut la peine que je vous en parle. Donc, c'est le numéro 1 d'une nouvelle collection de la maison Planète Rebelle, qui est la collection Perdre le Nord. Toujours sympathique de commencer des nouvelles collections. Et c'est un cas très atypique de roman conteur, donc qui est inspiré de nos contes traditionnels québécois. Les numéros sont donnés d'ailleurs à la fin, donc les sources vous sont données juste ici. Donc c'est un livre qui est à l'oral, donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des structures de phrases qui aient l'air un petit peu étonnantes, parce que c'est quelque chose que normalement à l'oral ça a du sens, l'écrit peut-être un petit peu moins. Néanmoins, c'est pas totalement incompréhensible et c'est pas du gros joual épouvantable non plus. Mais c'est vraiment une formidable occasion d'aller jouer un peu dans notre folklore à nous au Québec, dans nos histoires qui sont quand même très inspirées de ce qu'on voit aussi avec les Autochtones, donc différentes entités, différentes créatures fantastiques. Et on suit un personnage qui est lui-même assez atypique, donc Sam, qui est notre personnage juste ici, qui est né d'une maman après plus que 9 mois, en fait. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a fait une très, très longue grossesse et qui a été accouché par une sorte de sorcière qui a toujours réponse à tout, puis qui a toujours toutes sortes de gris-gris pour pallier différentes situations. C'est vraiment un beau personnage. Et Sam, on le voit sur la couverture, il est très, très poilu. On le définit comme, bon, on utilise le pronom « il », mais on l'écrit à la fin, on le définit pas exactement comme un garçon ou une fille, il pourrait tout à fait être l'un ou l'autre, et j'apprécie qu'il ait dit que c'est pas très important, parce que c'est vrai. C'est un conte, on peut bien jouer avec les codes, et c'est ce qui est amusant. D'ailleurs, on a toutes sortes de situations, c'est pas tout à fait un filon conducteur traditionnel, donc c'est ponctuellement plusieurs petites histoires avec Sam qui rencontre plusieurs amis. Donc c'est tellement plaisant, j'ai trouvé ça très drôle, vraiment curieusement atypique, c'est pas quelque chose qu'on voit d'habitude en prose, là on a vraiment quelque chose d'un peu plus conteur, donc je vous invite à aller voir cette nouvelle collection-là de la maison Planète Rebelle, franchement ça vaut la peine. Donc celui-là on se rappelle, salle de mai, donc il n'est pas dans la salle de monde actuelle. Donc, le deuxième, là on est dans la salle du monde du mois de juin, Torbellino, donc ceux qui ont lu La Revanche des méchants reconnaîtront son auteur. Donc, Torbellino est un tome unique qui nous amène au tournant du 17e siècle à peu près. On est en pleine époque où tous les pays ont envoyé des bateaux aux quatre coins du monde pour faire de la colonisation. Et nous, on va suivre une jeune femme qui est sur la couverture juste ici, dont le nom m'échappe encore une fois. Camille, ah oui. Camille, elle est issue d'une famille, disons, bourgeoise, donc elle a, bon, comme la plupart des filles de sa condition, on la prépare au mariage et on en fait une potiche sans bon sens parce que, bon, une fille éduquée, on le sait, c'est pas important. Et elle, c'est pas du tout la vie qu'elle voulait se destiner, donc elle a décidé de prendre ses clics, ses claques et elle est partie pour devenir mousse sur différents navires. On la retrouve à 15 ans, ça fait déjà une couple d'années qu'elle est là-dedans, évidemment, elle se fait passer pour un garçon parce que... être une fille sur un bateau, ça porte malheur. Elle est sur un navire qui s'appelle La Boussole. C'est un navire qui est chargé de différentes personnes, différents scientifiques. Donc, eux, leur but, c'est davantage de faire de l'exploration. Et malheureusement, ils vont se faire attaquer par un groupe qui s'appelle les Chorales. Et les Chorales, d'après ce qu'on comprend, utilisent les tambours pour effrayer les gens. Ils arrivent de nulle part sur des petites embarcations et on sait vraiment pas d'où ils sortent, en fait. Et ils font couler des navires. Notre jeune fille va réussir à survivre à ce naufrage-là et elle va se retrouver en fait à Torbellino lui-même, qui est une cité dans un tourbillon. Donc c'est un maelstrom géant et à cause de la force centrifuge, dans le fond tout colle aux parois, donc tout peut fonctionner. Donc c'est un lieu fantastique où vont résider différents personnages. Et on comprend que la plupart d'entre eux ont été des gens qui ont été sur des négriers, donc des bateaux d'esclaves. Parce qu'on est exactement dans l'époque pour ça. Et vont récolter toutes sortes de matériaux, vont utiliser un petit peu tout ce qu'ils ont sous la main pour survivre, donc faire la nourriture, construire les habitations. C'est un endroit un peu utopique où tout le monde s'entraide, tout le monde est ami avec tout le monde, il y a des règles. Et on comprend qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu au sein de Torbellino lui-même, autre que utiliser les petits bateaux pour aller faire couler des négriers. Et là, Camille comprend que, ok, c'est de là que viennent les chorales finalement. Ce sont les gens de Torbellino.
qui s'attaquent à ce qu'ils appellent des tomberos. Et les tomberos, ben, dans le fond, c'est ça, c'est les Blancs qui font de la traite d'êtres humains. Donc, on est un peu dans ce thème-là, mais on n'est pas dans des détails scabreux. On va pas décrire de manière très graphique qu'est-ce qui se passe. On sait simplement qu'il y a des bateaux qui vont se remplir de gens qui traitent de manière totalement inhumaine et qui font le trafic de gens à travers le monde. Donc, on va l'aborder, mais c'est somme toute léger. On est en littérature intermédiaire, donc il n'y a pas vraiment c'est pas quelque chose de très scabreux. Mais c'est quand même une belle aventure. C'est illustré. Et c'est quand même une belle fenêtre sur un élément historique qui est quand même très important. Camille va ultimement finir par quitter Tombellino et elle va faire en sorte de pouvoir lutter contre le trafic humain en Europe. Donc quand même, c'est une belle cause. Et elle va même ramener une jeune fille qui est bon, en tout cas, je m'épargne dans des détails en fait. Je vous raconterai pas tout parce que j'aurai pas le temps. Mais c'est vraiment une belle aventure. Je vous invite à aller regarder ça de plus près, ça vaut la peine. Je ne m'appelle pas Coco. Je vous explique aussi pour la collection, donc c'est Zèbre à roulettes. Donc pour ceux qui sont familiers avec la collection Z pour les ados et l'intermédiaire, on en a une qui a été créée pour le 2e cycle primaire et qui est celle-ci, Zèbre à roulettes. Il y en a 4 qui nous sont arrivés. Moi, j'ai décidé de m'occuper de celui-là parce que ça m'intéressait, les histoires de perroquets. C'est un petit peu le même genre de scénario qu'on avait avec le film Rio, pour ceux qui le connaissent. Donc, un jeune perroquet, c'est un gris du Gabon, une espèce qui est vraiment réputée pour sa capacité à reproduire des sons, donc à parler pour le commun du mortel. Ce personnage-là a été capturé dans son milieu naturel et il va se faire vendre à toutes sortes d'humains. D'ailleurs, il les appelle par des numéros, donc numéro 1, numéro 2, jusqu'à 37 quand même. Et le prix pour sa tête diminue à chaque fois. C'est une occasion de voir aussi comment, pour la plupart des êtres humains, pas tous, mais une partie, les animaux, c'est simplement un moyen de faire de l'argent, ni plus ni moins, sans respecter du tout l'animal et sans prendre en considération le fait qu'il n'est plus du tout dans son environnement. Donc, on parle de marchandage d'animaux. Vraiment très drôle, il y a toutes sortes de petites activités qui sont à l'intérieur, c'est très graphique comme le sont les bailleurs zèbres conventionnels. Et ultimement, notre perroquet qui n'a pas de nom et qui déteste se faire appeler Coco parce que tous les humains qui vont se succéder essaient de le faire parler en disant « Ah, le beau Coco !» Et bon, ça l'énerve beaucoup. Il va se faire adopter par une petite famille à la fin, donc numéro 37A et numéro 37B. Et ce sont en fait une maman et sa fille qui travaillent dans un refuge d'animaux et qui vont décider de prendre notre perroquet parce que le dernier propriétaire a dit « Je le donne, c'est un animal terrible. » Bon, il a été donné finalement. Donc oui, une petite histoire pour ceux qui apprécient les animaux et en même temps qui permet d'aborder la traite des animaux également. Pour ceux qui sont familiers, voici le 3e André Marois, donc dans la collection de la classe de Madame Tsatsiki. C'est assez rare qu'on présente des tomes 2 et 3, mais je vous présente celui-là parce qu'on n'a pas eu la chance de présenter le 1 et le 2. Donc, Moka a disparu. Comme vous pouvez voir, c'est encore un illustrateur qui est différent. Donc, cette fois-ci, c'est Audrey Malo qui a fait les illustrations. Dans les 2 premiers, c'est d'autres illustrateurs. Ça me permet aussi de pouvoir vous aborder le fait que maintenant, on a des choses qui sont un peu plus hybrides. Donc, celui-là, il n'est pas tout à fait roman graphique, il n'est pas tout à fait album, il n'est pas tout à fait roman. Il est un petit peu tout ça à la fois. Donc, juste pour que vous puissiez voir le graphique juste ici. Donc, il y a quand même relativement beaucoup de texte, mais comme vous pouvez voir, c'est un support graphique assez indéniable. Et comme ces 2 grands frères, ce livre-là, c'est une enquête. Donc, dans celui-là, c'est toujours dans la classe de Madame Tsatsiki. Et elle, dans le fond, elle a permis à sa classe d'avoir un hamster nain. Et ce hamster-là, malheureusement, il a disparu, on s'en doute, à la couverture, qui s'appelle Moka. Il y a notre personnage principal ici, donc, mon Dieu, son petit nom. Oh là là. Moi, les noms. Marie, ah oui. Donc, Marie décide de faire une enquête pour retrouver le hamster nain et il va découvrir qu'en fait, il est dans un sac Ziploc dans le congélateur de l'école et il est mort. Bon. On s'en doute, c'est pas quelqu'un qui l'a tué et on s'en doute, c'est le professeur qui a vu l'animal décédé, qui a décidé qu'elle allait pas le jeter dans les ordures et a décidé de le mettre dans le congélateur. Et là, c'est de faire tous les liens jusque-là. Il y a un petit élément que j'ai beaucoup apprécié à titre d'adulte, mais que je trouve pertinent pour la jeunesse aussi. On a un personnage qui est juste ici, c'est l'aide cuisinière, si j'ai bien compris.
elle est analphabète fonctionnelle. Donc, elle a quitté les études assez tôt et là, maintenant, elle fait une reprise, dans le fond, pour apprendre à mieux lire et à mieux écrire avec Madame Tsatsiki et elle est au cœur de cette enquête-là. Mais bon, elle a absolument rien à voir, en fait. Elle n'a pas fait de mal et elle a même dit aux enfants où est-ce qu'on pouvait trouver le corps de Mokar. Donc, à regarder, c'est vraiment chouette. Petite enquête qui se lit très bien, toutes sortes de petits parallèles autour de ça, qui permet aussi en même temps, très rapidement, mais d'aborder la notion de deuil, donc les animaux de compagnie qui partent rapidement. Donc, petit parallèle avec Monsieur Coco, justement. Yep, ce petit livre-là, Mon chien, la liberté et les glaces à la mangue, et bon, je me suis encore fait avoir, c'est le tome 2. C'est juste qu'il n'y a pas de ta maison, donc il n'y a aucun moyen de savoir qui est quoi. C'est la collection d'Akodak aux éditions Rouergue que j'apprécie toujours. Donc, un tout petit livre qui nous permet d'aborder les familles d'accueil. Donc, on a un personnage qui s'appelle... Mon Dieu, son petit nom. Je m'en rappelle pas. Pauline! Ah oui, c'est vrai. Pauline, dans le tome 1, a reçu une famille syrienne. Et cette famille-là est retournée à son pays, probablement durant le premier tome, mais vous n'avez pas besoin d'avoir lu le premier tome. On peut très bien s'y retrouver avec le deuxième. Et maintenant, Pauline et sa famille vont aller en Égypte, où la famille a décidé d'aller se réfugier une deuxième fois. Et malheureusement, pour le personnage qu'on a ici, c'est Zen. Son papa a été emprisonné arbitrairement dans le pays, donc on comprend que les droits de la personne là-bas, c'est pas tout à fait comme ici. Mais ce qui est justement drôle, c'est que Pauline, la petite française, pour elle, c'est un peu naïf tout ça. Ah oui, on s'en va en vacances, on va jouer les touristes. Puis elle n'a pas tout à fait la notion, autant que Zen elle-même, de c'est quoi les droits, tout ça. Et c'est le parallèle qui est intéressant à faire, en fait. C'est le fait qu'on a une jeune fille de l'Occident, une jeune fille du Moyen-Orient qui ont vraiment deux histoires différentes qui vont se côtoyer. Il y en a une qui a un peu sa naïveté d'enfant et l'autre qui, au contraire, l'a pratiquement perdu parce que elle a vécu, elle a déménagé rapidement, elle était une réfugiée et maintenant son papa est en prison. Fait que c'est pas lourd, c'est même très léger. Pauline, elle a vraiment un humour délicieux, c'est vraiment très drôle. Et ça lui a quand même servi d'aller faire ce voyage-là en ce sens où elle a quand même pris conscience que tous les enfants n'ont pas tout à fait les mêmes chances. Il y a des choses qui se passent dans le monde qui sont pas toujours faciles, mais somme toute de manière vraiment très légère. Et il n'y a pas énormément de... en fait, il y a des illustrations, puis le texte est vraiment pas lourd non plus. Donc, on peut très bien amalgamer l'humour avec des sujets qui ont l'air un peu plus croustillants, un peu plus lourds. Donc, vraiment, c'est à voir, c'est vraiment chouette. Et le dernier roman, après je vous parlerai de mes albums, Loki, 11 ans, Dieu presque parfait. Pour ceux qui ont adoré les carnets comme le journal d'un dégonflé, Défense d'entrée, les soucis d'un sans souci. Donc là, on vous amène avec... il y a Dark Lord aussi qui est un peu dans la même veine. Loki, on s'en doute, c'est un dieu scandinave, c'est le dieu de la ruse, de la malice et du chaos, un peu tout ça. Pour ceux qui connaissent Avenger, vous connaîtrez Loki. Et c'est un peu dans la même veine que l'autrice a décidé de nous l'apporter. Donc Loki a fait le coup bas de trop, et Odin, son père, donc le dieu des dieux, a décidé que c'était assez. Et il a décidé de le punir. Donc sa punition, c'est de prendre un corps dans un corps d'enfant, d'adolescent de 11 ans. Je vais vous montrer la photo, le avant-après, qu'on voit juste ici. Donc, et évidemment, Loki, dans tout son narcissisme, de faire, voyons donc, c'est indigne de moi, je suis bien trop cool pour ça, je suis dans un corps qui reflète pas ma grandiosité, et c'est ce qui est drôle. Le narratif est hilarant à cause de ça. On est vraiment avec un anti-héros qui se prend beaucoup au sérieux, qui se croit déjà supérieur à tout le monde. Et pauvre de lui, il est avec Thor. Donc Thor est là aussi, donc son frère adoptif, le dieu de la foudre, qui est pas toujours très, très intelligent, un petit peu comme dans Avenger, justement. Donc, lui, c'est un peu le douchebag de service. Il est blond, il est beau, mais son cerveau laisse à désirer. Donc, on est vraiment dans une logique d'humour. On est dans une logique aussi de contre-psychologie. Il y a beaucoup de choses que Loki va aborder que pour lui, c'est merveilleux, mais en fait, pour nous, simples mortels, c'est pas génial. Je pense notamment à la pollution, je pense aux écrans. Et d'ailleurs, il y a plusieurs petits... guide, donc le guide pour Internet, par exemple, qui est juste ici, qui nous dit oui, c'est Internet, ça sert à être méchants les uns envers les autres, c'est ça. Fait que c'est vraiment une logique de contre-psychologie, et c'est ce qui fait que c'est amusant. Et Loki, éventuellement, va se faire une amie, et
comme il est un peu tata, ben il l'a trahi parce qu'il pensait pouvoir faire de l'argent et l'envoyer à une fondation. Fait qu'on voit que sa logique, elle est vraiment pas bonne. Il sait vraiment juste pas comment être gentil. Et c'est ce qui va être un peu le sujet, justement, qu'un système de points qu'Odin a mis en place. Et le carnet lui-même est un personnage. Donc, le carnet fait des commentaires et dit, ben là, ben, t'es rendu à moins 3000, ça s'arrange pas pour toi, t'as des pénalités. Le journal est l'outil qu'Odin a décidé d'utiliser pour avoir un œil sur Lucky, le forcer à écrire dedans, et il ne peut pas mentir. Donc, théoriquement, il se posait toujours nous dire la vérité. C'est le tome 1, donc il va en avoir d'autres, et comme vous avez pu voir, c'est largement illustré par l'autrice elle-même d'ailleurs, donc vraiment comme la plupart des romans anglais qu'on connaît. Donc, vraiment, à regarder, c'est vraiment drôle. Et en même temps, on apprend un peu justement de l'humanité à travers ça. Ça a quand même un côté très critique. Les albums. Le Club des Robinson, qui est juste ici, qui est magnifique. Je suis vraiment en amour avec ce livre. C'est un album, mais c'est aussi un chercher-trouve. Donc, on a une histoire qui va nous donner différents textes. Et dans le texte, ils vont nous demander de faire certaines recherches. Donc, je vais vous un petit signer ici. Donc, au début, dans la page de garde, vous êtes dans le monde dans lequel on va explorer. Et à la dernière page de garde, ça, c'est tout ce qu'on a fait depuis le début. Donc, dans la première page, juste pour vous donner un petit peu une idée de ce qui se passe, on a ce genre de logique-là. Donc, on a sur la page de gauche. Oui, page de gauche. Bref, cette page-là. On a le texte qui va nous dire, bon, voici ce qui se passe, ce qu'on cherche et voici ce qu'on devrait en théorie trouver. Et il va y avoir des fois des petits commentaires à savoir, OK, il y a ça aussi j'aurais aimé voir. C'est important parce qu'ils vont nous demander de les chercher aussi. Donc, juste pour vous montrer, ça, c'est le Club des Robinson. L'histoire de base, c'est une jeune fille, on ne sait pas exactement, une jeune fille et un jeune garçon, qui est avec son manteau jaune et ses bottes jaunes. Et on va juste voir ses bottes jaunes, en fait. On ne va jamais complètement voir le personnage. Et ce personnage-là va trouver une bouteille dans laquelle il y a un message. Et c'est ce message-là qu'elle va recevoir, c'est ce message-là qu'elle va vouloir traiter parce que c'est une demande d'aide, comme on s'en doute, dans la plupart des cas avec des bouteilles. Et ça, c'est le Club des Robinson où on prend le temps de répertorier chacune des bouteilles avec chacun des messages. Et eux, ils sont consacrés, en fait, leur mandat premier, c'est de venir en aide aux différentes personnes qui ont demandé de l'aide à travers l'océan. Donc, notre jeune fille, on la voit, je vais vous montrer juste là, si jamais vous voyez des bottes jaunes, c'est elle que vous devez essayer de trouver à chaque fois. Et ça, c'est son partenaire de voyage, donc notre capitaine qui a un chapeau avec un poisson. Je trouve ça tellement drôle. Et ils vont aller dans... Tout est lié. Les bouteilles, le décor, c'est vraiment un décor un peu à la Robinson Crusoe, Pirates des Caraïbes, un peu de One Piece aussi, pour ceux qui connaissent le manga. Donc, c'est très largement inspiré. Cette page-là, je l'adore. Ça, c'est le Boutilus, en lien avec le Nautilus de Jules Verne. Donc, c'est le bateau dans lequel on va voyager. Il y a tellement de choses à chercher. Et dans celle-là, juste pour vous donner un exemple, il faut chercher la clé. Et la clé, je l'ai trouvée. Elle est juste là, sur le lit. Donc, il faut vraiment ouvrir les yeux. C'est pas toujours facile. C'est pas pour rien qu'on l'a mis dans les cycles primaires. C'est que je pourrais peut-être trouver ça difficile. Et l'histoire, elle est quand même assez longue. Donc, vous voyez ici une petite inspiration, un peu comme la comté, avec la porte ronde juste ici. Donc, vous avez différents panoramas, plein de choses à trouver. Faites-vous-en pas si vous n'êtes pas certain, ils vont vous les donner à la fin. Ils vont vous dire aussi où les trouver. Donc, je vais vous montrer un petit peu les images en attendant que mon collègue termine avec son chariot. Donc, vous voyez, on a vraiment différents panoramas. C'est vraiment de toute beauté. Il y a vraiment beaucoup de travail là-dedans. C'est vraiment chouette. Et en même temps, ça permet d'être un peu plus interactif qu'avec une simple histoire. Vraiment, on embarque les jeunes dans ce gros délire, ma foi, parce qu'il y a vraiment beaucoup de créativité dans ce livre-là. Donc, je vous présente ça, c'est l'arbre, le perchoir. Vous voyez comment c'est vraiment beau. Et je vais vous montrer la page de la fin, juste pour vous montrer comment il nous explique quoi chercher. Ah, et c'est vrai, vous avez une carte de membre. Une fois que les jeunes vont avoir terminé, on peut mettre une carte. C'est sûr que si vous avez tout un groupe, ben, mettez peut-être tout le groupe. Et à la fin, vous voyez, on va vous dire ça, c'est les choses que vous deviez chercher. Et ça, c'est les choses en bonus qu'on devait trouver. Et ça, c'est l'ensemble du territoire qui a été couvert et les différents éléments qu'on a pu y trouver. Donc vraiment, j'en ai pas souvent des comme ça, mais je vous invite à voir, c'est vraiment, vraiment chouette. Je vous présente
petit frère qui est d'un graphisme absolument magnifique. Donc, c'est l'histoire d'un grand frère qui, comme vous voyez, il regarde son petit frère qui, pour le moment, ne fait pas grand-chose, c'est un bébé. Et ce grand frère-là, avec beaucoup de tendresse, va nous dire « J'ai tellement hâte que tu sois prêt à jouer avec moi, j'ai tellement hâte qu'on ait fait des activités ensemble, on va explorer le monde. » Et c'est ce qu'on va suivre, donc vous voyez au niveau du graphisme, c'est comme un mélange de collage et de peinture, c'est de toute beauté. Donc, vous voyez, ça, c'est ma page préférée. Il y a vraiment beaucoup de détails. Donc, c'est simplement l'histoire d'un grand frère qui s'adresse à son petit frère. C'est vraiment mignon. Et l'aspect que j'ai beaucoup aimé, qui est plus vers la fin, c'est le fait que le grand frère va dire, quand il va avoir des tempêtes, quand il va avoir des choses qui vont mal aller, l'autre va toujours tendre la main pour pouvoir l'attraper. Donc, ça vient aussi chercher l'idée que dans la fraternité, on est solidaire, on se vient en aide. Donc, c'est vraiment très beau. C'est vraiment... Puis, il n'y a pas énormément de texte, mais il y a quand même une belle profondeur à aller chercher. Je vais vous montrer la page de la fin, on le voit ici. Et notre narrateur de dire, tout ça, c'est quand tu seras grand, bien sûr. Donc, vraiment, allez voir, c'est vraiment très beau. Les couleurs d'Adagi nous amènent en Inde. C'est l'histoire d'un garçon qui vit avec son grand-papa. Et ce grand-papa-là, il fait tellement de choses. C'est un agriculteur qui fait pousser des ananas et des mangues. C'est aussi un peintre qui fait peindre les enfants du village. C'est vraiment beau. Les couleurs sont tellement jolies. C'est tout doux. Donc ce grand-papa-là, on le comprend, il a une relation privilégiée avec son petit garçon. Il est tendre, il lui fait des câlins. J'aime beaucoup voir les figures masculines faire preuve de tendresse. Ça fait du bien. Mais malheureusement, le grand-papa va décéder parce que c'est une personne âgée. Et on le voit, les couleurs viennent de partir. On est dans des tons un petit peu plus gris, un peu plus sombres. Mais notre personnage va réaliser à un moment donné qu'il y a une jeune fille qui est venue à la maison et elle dit dans le fond que, tu sais, ma maman prenait des cours avec ton grand-papa, est-ce que tu pourrais m'en donner aussi? Et c'est là que ça devient intéressant. On parle de passation. Donc, l'héritage qu'on reçoit, c'est pas toujours seulement physique, il est aussi spirituel et il est aussi culturel. Et même au niveau des connaissances, on a des acquis. Donc, on voit que le talent du grand-papa, en quelque part, a traversé le temps avec son petit-fils. Donc, c'est son petit-fils qui prend la relève en montrant comment faire de la peinture. Donc, la boucle se boucle. Et c'est ça que je trouve qui est important, c'est de rappeler que quand on a des deuils à faire, oui, c'est sûr, ça fait mal au début, mais ultimement, les gens nous survivent à travers nous. Donc, c'est la plus belle façon de commémorer leur mémoire, c'est justement de continuer à penser à eux, mais aussi peut-être dans un sens de promouvoir les choses auxquelles ils adhéraient, donc les choses qui étaient importantes pour eux. Ici, c'est la peinture, c'est l'agriculture, c'est le partage aussi, parce qu'on partage aussi les fruits. Donc, c'est vraiment très beau, très bel album pour aborder la notion de deuil, mais aussi avoir une figure masculine positive et d'avoir une belle relation aussi avec un grand-papa et son petit-fils. Parce que des fois, c'est ça, c'est les grands-parents qui sont les parents. Mon dernier, c'est Le Loup, un héros pas comme les autres. Donc, il y en a déjà plusieurs dans cette série-là de la Maison Circonflexe, mais celui-là, je m'y suis attardée peut-être un petit peu plus parce qu'on va parler de représentation dans les contes. Donc, c'est assez connu, le loup, c'est une figure très souvent négative, c'est souvent l'antagoniste, donc le personnage qui nuit, si on veut. Et c'est le cas dans quand même beaucoup de contes. Ici, on a un loup qui lit beaucoup, il est à la bibliothèque, ce qui fait qu'il a beaucoup de connaissances, mais c'est lui aussi qui a remarqué que malheureusement pour lui, les loups ont très peu la tribune. C'est souvent des personnages qui sont négatifs et lui, ça lui fait quelque chose. Il se sent un petit peu déprimé par rapport à ça. Et à travers l'album, il va y avoir différents personnages qui vont venir, dont notamment la première, c'est le premier, c'est un bûcheron. J'ai besoin d'une nouvelle hache, la mienne ne coupe pas, donc fais-toi-en pas, j'ai une solution pour toi. Ensuite, il va y avoir la chevalière, qui est mon sac de nourriture a été volé, mon cheval ne peut plus marcher, voici un sac rempli. Il y a toujours une solution. Notre prince, mon Dieu, la plume de mon chapeau, elle n'est plus belle, t'en fais pas, on va en fabriquer une. Et à un moment donné, il va y avoir un dernier personnage qui est le grand Todd, qui est juste ici, qui va dire « Moi, je suis juste venu pour trouver des histoires, mais je les connais tous parce que je vis depuis tellement longtemps. » Et là, évidemment, les autres de faire « Oh, est-ce qu'il va nous faire quelque chose de mal? » Mais notre loup de faire « Non, on se calme. Moi, je vais t'en raconter des histoires, il n'y a pas de problème. » Donc,
je trouve ça beau. Je trouve ça beau parce que c'est des figures représentatives vraiment intéressantes. On sort du cadre des contes, on va réinterpréter un petit peu des stéréotypes. Et ce qui est bien aussi, c'est que souvent on parle de la notion d'être un héros, un peu comme dans la vieille façon de croire. Le héros qui est fort, qui est beau, qui est gros, qui est garçon aussi. Mais ici, on vient plutôt dire que d'être fort, ça peut être aussi d'être aidant, d'être proactif, d'être empathique. Donc, il y a différentes façons d'être un héros finalement. Donc, c'est un album qui est somme toute simple, mais que je trouve que ça peut être intéressant d'aller travailler avec les jeunes au niveau des stéréotypes. Et les images sont quand même assez belles, il y a des belles couleurs. Donc, ça conclut pour moi pour le mois de juin. C'était les incontournables pour le niveau primaire. Donc, je vous souhaite un bel été. Nous, on va se retrouver probablement plus au mois de septembre avec la rétrospective de l'été. Donc, en vous souhaitant des belles vacances. Je vous souhaite une bonne journée. Bonjour, mon nom est Jacinthe, je suis libraire jeunesse chez Monet et je vous présente la deuxième partie de la capsule des incontournables en fiction pour le primaire pour le mois de juin. Alors, je vous présente ma sélection d'albums. Alors, on a ici un album québécois qui a été écrit par Jean-François Sénéchal. Donc, c'est Je voudrais te dire, un magnifique album qui aborde la thématique du deuil. Donc, on en cherche souvent avec les petits et les plus grands aussi parfois. Donc, ici, c'est un petit renard qui s'adresse à sa grand-mère qui décède au fil de l'histoire, en fait. Donc, on a le moment où il s'adresse à elle en sachant qu'elle ne va pas bien et le moment où il apprend qu'elle est décédée. C'est un texte très poétique. C'est doux, c'est beau. C'est émouvant, donc un super bel album et c'est publié aux éditions Comme des Gènes. Je poursuis avec un livre complètement unique en son genre, donc aux éditions Les Fourmis Rouges, d'un petit oiseau gris-souris. Alors, déjà, vous voyez que le format est un petit peu atypique et on a l'histoire, en fait, notre narrateur, c'est une souris qui se croit tomber d'un nid. Va un jour se retrouver au sol avec d'autres souris et se dire, ben voyons, je suis tombée de mon nid, où sont mes frères oiseaux? Donc, ça prend un peu de concentration, en fait, pour bien lire le texte, regarder les illustrations. Et on va avoir, en fait, notre petite souris qui va essayer de trouver comment remonter dans son nid. Au fil de l'histoire, on se rend compte qu'il y a des petits trucs qu'il n'a pas vraiment bien compris. Donc, la fin est vraiment surprenante. Peut-être qu'elle va nécessiter aussi un certain accompagnement parce que c'est assez brutal comme chute. Mais c'est vraiment, vraiment un très beau livre. Je pense que c'est intéressant pour aborder plein de trucs avec les élèves, que ce soit de se méfier des apparences, de faire attention aux gens qu'on ne connaît pas, ou encore tout simplement de la naïveté et même peut-être aussi le deuil. Donc, à lire, vraiment intéressant. C'est publié aux éditions Les Fourmis Rouges. Je poursuis avec Chance ou malchance. Donc, c'était l'auteur du livre, l'illustrateur du livre Le Guichet de la Lune, qui revient cette fois-ci avec un album, donc publié aux éditions Alice. C'est un album vraiment doux. C'est beau et c'est sur le fait, en fait, qu'on ne sait jamais ce qu'on vit si une malchance ne peut pas attirer quelque chose de plutôt heureux, finalement. Donc, on a nos personnages qui sont un petit ours et un petit garçon qui vont, au fil de l'histoire, vivre plein d'obstacles. Donc, tomber au bas d'une colline, découvrir un diamant. Ensuite, tomber sur une créature effrayante, mais en s'enfuyant, ils vont tomber sur un truc positif. Donc, tout le long de l'histoire, c'est des petits moments comme ça. Et à chaque fois qu'ils pensent vivre une malchance, finalement, la chance tourne. Les illustrations sont vraiment belles, vraiment, vraiment belles. C'est doux, ça fait réfléchir, en fait. Et puis, on a vraiment une belle fin amusante. Donc, vraiment un très bel album.
Je poursuis avec un livre ici qui mélange album et documentaire. Donc, on a d'un premier côté une histoire qui est racontée par un loup. Et de l'autre côté, on a des informations sur le réensauvagement du parc de Yellowstone aux États-Unis. Donc, c'est un livre accordéon, pardon. Il se déplie et il est vraiment magnifique. C'est sûr que là, c'est plus difficile de le présenter à la caméra, mais vous voyez, d'un côté, il y a l'histoire et de l'autre, on a les informations d'un point de vue plus théorique, là, documentaire. Les illustrations sont vraiment belles. C'est du même illustrateur que le livre L'Enfant papillon qui a été publié récemment à la Pastèque. Et ça nous explique vraiment l'importance des loups dans la nature. Donc, si il y a moins de loups dans un parc national, ben les chevreuils vont manger plus de végétation. Si les chevreuils mangent toute la végétation, les lapins ne peuvent plus se nourrir. Si les lapins ne peuvent plus se nourrir, il n'y a plus de nourriture pour les loups. Si les loups, etc. Donc, vraiment, c'est un très beau livre. Donc, on l'a placé en album, mais on comprend qu'il y a vraiment... il y a plusieurs cordes à son arc, là. Donc, un très, très beau livre, publié aux éditions Comme des géants. J'ai ici un livre complètement déjanté. Le livre s'appelle À l'intérieur. C'est Jean-Baptiste Drouot qui l'a écrit et illustré. Et puis, on a plein de petits moments, en fait, illustrés où on répond à la question « Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ?» Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un volcan? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un nuage? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une girafe, d'un dragon? Et puis, à chaque fois, on a des illustrations qui sont vraiment super drôles. C'est détaillé. Il y a plein de petits clins d'œil dedans. Et puis, c'est vraiment une présentation humoristique de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'animaux, d'objets. Et les illustrations sont vraiment, vraiment savoureuses. Donc, j'ai quelques exemples. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une cheminée? Ben, il y a un Père Noël, il y a des cadeaux, mais il y a aussi tous les lutins du Père Noël, les reines du Père Noël, parce que tout le monde était coincé, étant donné qu'il y avait un feu qui avait été allumé dans la cheminée. Ensuite, on a aussi un autre exemple. À l'intérieur d'un cochon, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a des petits loups bien civilisés qui vaquent à leurs occupations. Donc, il y a plein de détails dans les images. C'est vraiment un très beau livre. C'est brillant, c'est drôle. Vraiment amusant à regarder avec les tout-petits. J'ai ici le livre Meurdo, une enquête timbrée, donc publié aux éditions Seuil Jeunesse. C'est un livre peut-être pour un petit peu plus vieux et on a des échanges de lettres. Donc, c'est un album qui est fait presque à 100% d'échanges de lettres, donc épistolaires, entre notre personnage principal qui est un genre de singe et plein de correspondants. Donc, il reçoit une lettre anonyme qui lui dit quelque chose comme je sais que tu aimes les enquêtes et résoudre des énigmes. Sauras-tu résoudre la mienne? Je te donne des indices pour que tu trouves qui je suis. » Et puis, ce qui va arriver, en fait, c'est que Meurdo, notre personnage principal, va essayer de trouver qui lui a écrit en écrivant à d'autres personnes, mais il va aussi écrire à des objets, envoyer des lettres par erreur, en recevoir par erreur. Donc, c'est vraiment le fun. C'est long comme album, donc c'est vraiment pour les plus vieux de 3e cycle, peut-être un petit peu le 3e année aussi, 4e année, c'est pas impossible. Mais il y a quand même un certain vocabulaire dans le livre. Donc, il va envoyer une lettre à sa boîte aux lettres en disant « As-tu vu qui est venu déposer la lettre ici? » Ensuite, il va envoyer une lettre, le vent va la transporter ailleurs, ça va être le mauvais interlocuteur. Il va ensuite s'adresser à un ami qui pourrait peut-être avoir vu quelque chose. Donc, on a vraiment plusieurs lettres et de temps en temps, on va revoir la liste des suspects, donc qui a envoyé la première lettre à Meurdo. Il y a des fausses pistes, il y a des blagues, c'est super coloré.
vraiment chouette là, pour s'amuser avec les élèves. J'ai ici Si tu pleures comme une fontaine, donc c'est le dernier de Noémie Vollard. C'est elle qui avait fait aussi aux éditions de la Courte Échelle La vie misérable des vers de terre, que j'avais vraiment adoré aussi, qu'on a reçu à peu près en même temps. Donc, Si tu pleures comme une fontaine, c'est pour expliquer que tout le monde pleure. Donc, quand on dit tout le monde, c'est vraiment les humains, mais aussi les chiens, les autruches, les limaces, et puis finalement, on se rend compte que même E.T. l'extraterrestre pleure. Il y a des petits clins d'œil à d'autres illustrations qu'elle a faites dans d'autres livres. C'est vraiment super drôle et ça rend légitime en fait le fait que pleurer, c'est pas négatif. Donc c'est plate parce que c'est une émotion qui est associée à quelque chose de négatif. On n'aime pas être triste, mais on a le droit d'être triste et on a le droit d'exprimer nos émotions surtout. Donc, c'est un livre qui permet vraiment de rendre ça très ludique, très drôle. Les illustrations sont très colorées. Et il y a plein de petits clins d'œil super drôles. On a Babar, on a Spider-Man. Donc, il y a vraiment des petits trucs cachés un peu partout. C'est vraiment un super livre, là, vraiment très, très chouette. Et c'est publié aux éditions Monsieur Ed. J'ai bientôt fini. J'ai ici le plus récent de Stéphane Servant, donc publié aux éditions Didier Jeunesse. C'est un conte détourné, donc dans lequel la mère Michel perd son chat. Et on a les trois petits cochons qui vont se mettre à enquêter pour savoir qui est parti avec le chat de la mère Michel. Ce qui est vraiment drôle, c'est que la comptine de la mère Michel qui a perdu son chat revient de temps en temps avec des paroles changées. Parce que les cochons vont suspecter différents personnages des contes qu'on connaît bien. Ce qui est vraiment beau avec ce livre-là, ce qui est drôle, c'est qu'on a des pistes et à chaque fois qu'on a un petit indice, tout de suite, les cochons vont sauter aux conclusions et se mettre à accuser des personnages. Donc, ça rend l'histoire vraiment très rythmée, très drôle. Et finalement, on va passer au travers plein de personnages, Boucle d'or, un ogre, le grand méchant loup, etc. Puis finalement, la chute à la fin est quand même assez drôle, là, donc très mignon. Super chouette pour travailler justement le conte détourné, mais aussi le fait de sauter aux conclusions. C'est quoi une enquête? C'est certainement pas comment les trois petits cochons font ça. En tout cas, ça c'est certain. Donc, il est vraiment chouette. Et je termine avec mon gros coup de cœur des dernières semaines, donc La Ferme, par Sophie Blacard aux éditions des Éléphants. En fait, l'illustratrice et autrice a fait un livre à partir de son histoire. En fait, elle a trouvé une vieille ferme abandonnée, puis elle a décidé de la restaurer. Mais elle raconte en fait l'histoire de cette vieille ferme-là, qui a vu grandir 12 enfants dans une grande famille. On part de l'achat de la petite fermette jusqu'au départ de la dernière des 12 enfants, une fois âgée, qui doit quitter donc la maison de son enfance. Les illustrations sont incroyables. C'est doux, c'est beau. Le livre est composé d'une seule phrase, donc il y a de la ponctuation parce qu'il y a des virgules, mais vraiment du début à la fin, on n'a qu'une seule phrase. Ça rend un petit peu la lecture plus... on pourrait avoir l'impression que c'est un frein, mais pas du tout ici. Je pense que ça ajoute vraiment au texte. Donc, la tapisserie qui a une histoire, les jouets, les enfants qui grandissent au fil des pages, les rêves qu'ils font quand ils dorment. Il y a des petites affiches, des photos, du découpage. C'est vraiment un magnifique livre. Je pense qu'à la base, moi je le trouvais plutôt attirant, là, mais on se doute pas de ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que le fait aussi que ce soit ce qu'elle s'est imaginé qu'était l'enfance des 12 enfants qui étaient dans cette maison-là, quand elle l'a récupéré puis qu'elle l'a retapé, c'est vraiment intéressant. Il y a toute une question
de nostalgie, mais aussi de restauration, puis de pouvoir conserver le passé. Donc ici, on a là, justement la scène où la vieille dame, qui est la dernière des 12 petits-enfants, quitte la maison avant que l'autrice en fasse l'acquisition et la rénove. Donc c'est vraiment, vraiment un magnifique livre. On a vraiment le processus de création aussi qui est illustré à la fin, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc La ferme aux éditions des éléphants. Donc voilà, c'est tout pour la capsule des livres de fiction pour le primaire et on se revoit le mois prochain.